Bonjour Bertrand, je suis très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui. Tu es un ancien DG de la chimie et tu as décidé en 2009 de créer une association qui s'appelle InnoCherche, à laquelle j'appartiens, et qui fait de la veille transversale pour les entreprises. Qu'est-ce que tu apportes concrètement aux dirigeants? On fait cette veille transverse sur les usages pour aider les dirigeants à anticiper, à passer à l'acte. En effet, on est persuadé que depuis avril 2007, depuis l'introduction de ce téléphone comme orthèse intellectuelle, tous les usages changent et changent très vite et ça va impacter tous les business models et tous les modes de management. Donc il faut absolument que les dirigeants arrivent à anticiper et à passer à l'action. Et que vous soyez dans le domaine du bâtiment, du béton ou des hôpitaux, vous allez être disrupté. La seule question, c'est quand. Donc il faut vous préparer pour ça et on fait beaucoup de voyages de veille avec les dirigeants pour leur faire réaliser ce qui se passe. Et alors qu'est-ce qui se passe justement dans tes voyages de veille? Tu leur fais rencontrer des dirigeants, des startups, des grands groupes, des Google dans la Silicon Valley, à Shenzhen, en Inde aussi également. En Israël. En Israël aussi, voilà. C'est la cybersécurité. Qu'est-ce qui se passe pour un dirigeant qui assiste, qui participe à ton voyage de veille? Alors, donc c'est typique. Quand un dirigeant assiste à une conférence ou lit nos bouquins ou lit tout bêtement les échos, bon, depuis 2-3 ans, il a compris ubérisation, il a compris la disruption, bon. Et donc, quand la conférence est bonne, il rentre à la maison tout émoustillé, il parle à ses enfants, il dit « Ah, c'est génial, disruption digitale, j'ai tout compris », mais le lendemain, il ne se passe rien. Donc, on lui dit « Non, non, arrête d'être l'homme qui a vu l'ours, viens voir l'ours par toi-même en Silicon Valley, et tu vas comprendre à quelle vitesse il court et pourquoi il veut manger ton lunch. » Et donc, ce qu'on organise pendant 5 jours, hein, c'est pas 3 jours, c'est 5 jours minimum, 3-4 rencontres par jour, où il va recevoir les mêmes messages, les changements de paradigme, fail fast, arrêter de travailler en mode séquentiel, etc., d'angles complètement différents. Et il va avoir des gens très curieux qui vont lui dire bah, « Tiens, expliquez-moi votre business model, tiens, c'est amusant, mais moi aussi, je pourrais faire la même chose. Entre guillemets, je pourrais manger votre lunch. » Et donc, quand il rentre de la Silicon Valley, il est un autre homme, ou elle est une autre femme. Et là, il s'est passé un déclic. Un déclic qui va l'inciter à passer à l'action. Voilà. Donc, arrêtez de... Les Américains, ils ont une image comme ça, ils disent target, aim, shoot. Et dans les grands groupes, c'est target, aim, 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 et on ne tire jamais. Alors que les startups, ils target à peine, ils shoot, pouf, puis ça part à côté, mais on y va par itération. Donc, le gros changement, intrinsèquement en termes de management, c'est que le process que maîtrisent tous les dirigeants dans toutes les grandes entreprises, ça s'appelle sécuriser des résultats dans un avenir légèrement incertain. Et quand on arrive dans un avenir fortement incertain, comme aujourd'hui, ces process ne marchent plus. D'accord ? Donc on prend les process de la Silicon Valley, qui sont autour de Lean Startup, Fail Fast, Minimum Viable Product, où on réfléchit un petit peu, on lance rapidement un premier produit sur le marché et on explore les comportements, la user experience, et puis ensuite on fait l'itération, l'itération, l'itération. Donc arrêtez de réfléchir sans 7 ans à faire des produits parfaits pour un marché qui n'existe pas. Donc vous faites des produits imparfaits que vous lancez vite et vous voyez si le marché existe, etc. Donc c'est des modes de management complètement différents. Dans le think tank Management du futur auquel j'appartiens, on a étudié notamment le Team of Teams du général McChrystal. Tu pourrais nous en parler 2 mots? En quoi c'est intéressant? Ça a été une grande découverte il y a 2 ans, justement quand on visitait la D-School à Stanford. Et donc, il nous expliquait que maintenant, la bonne taille d'une équipe, c'est 4. C'est pas 3, c'est pas 5, c'est 4. Parce que à 3, c'est 2 plus 1, donc ça fait un peu un conflit. Et à 5, ça commence à être la réunionnite. Donc à 4. Et il s'appuyait sur ce livre extraordinaire de Général McChrystal. Donc il faut se rappeler simplement que tous les bouquins de management viennent de l'armée. Parce qu'il n'y a que, dans l'armée qu'on a des sanctions rapides. Hein. Mort, pas mort, gagné, pas gagné. Et donc ça faisait 60 ans qu'on vivait avec les bouquins d'Eisenhower. Flash Command, Command and Control. Donc tout le management du XXe siècle, c'est ça. Je délègue, mais c'est moi qui suis accountable là-haut. Donc les troufions, ils remontent l'information, on met l'état-major avec tous les CPU, les crânes d'œufs. Les crânes d'œufs font la stratégie opérationnelle, process, tâches et tâcherons à la Charlie Chaplin. Ensuite, on a fait l'ISO 9000, on a dit surtout, vous ne changez rien parce que le client, il veut la constance dans le produit. Donc ensuite, vous vous rendez compte, dans les années 80, moi, quand j'ai commencé à travailler, on a obligé les dirigeants à faire des cercles de qualité.
Parce que ça se pourrait que les employés aient quelque chose à dire. Ah bon, vous croyez? Mais non, c'est l'état-major qui sait tout. Voilà. Et donc, on est arrivé à un point maintenant où le monde est devenu tellement complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un monde complexe? C'est un monde dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'interactions. Et donc, on ne sait jamais si une cause va avoir le même effet. Donc, il y avait le monde de l'ingénieur. La cause a toujours le même effet. Le monde complexe, c'est une cause peut avoir des effets très différents. Donc, c'est l'effet aile de papillon. Et dans le monde du business, ça va se traduire comment? C'est l'exemple qu'il donne, qui est très amusant. C'est United Brake Guitar. Donc vous allez sur Google, vous tapez United Brake Guitar, et vous voyez une petite chansonnette. Le gars, il chante United broke my guitar, they broke my guitar, etc. Et il raconte son histoire, comme quoi United avait cassé sa guitare lors d'un vol, et qu'il avait appelé United 48 heures après. Et la dame avait sorti le procès en disant « Monsieur, je suis désolé, mais ça fait plus de 48 heures, je ne peux pas prendre votre réclamation. Passez-moi votre chef, ça fait des itérations très longues. » Et finalement, on ne lui a pas remboursé sa guitare. Donc frustré, il a fait ça. Ça a été vu 14 millions de fois et le cours de bourse de United a perdu 10% et n'est jamais remonté. Donc, quand vous regardez ça, vous êtes patron d'United, vous dites « Bon, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Amenez-moi le bouquin des process. » Et puis vous voyez le process 12.2.3, et vous allez dire, ah ben oui, mais alors les 48 heures, si c'est un musicien, on va dire qu'il a une semaine. Mais non, ça ne va pas le faire, parce que la fois d'après, ça ne sera pas un musicien, ça sera autre chose. Donc la seule façon de faire, c'est de lâcher prise, et de faire confiance à l'équipe de terrain, à la base, à la petite équipe, pour gérer au mieux son interface avec une délégation beaucoup plus forte. Donc ça, c'est vraiment management du futur. Ouais, plus d'autonomie. Plus d'autonomie. Plus de confiance. Plus de confiance. Et plus de réactivité à la fin. Et plus de réactivité. Donc c'est tout le principe de l'agilité. Bon, c'est facile à dire, plus difficile à mettre en place, et surtout plus difficile à transitionner. Dans la vie, le plus dur, et on l'a revu en Silicon, c'est unlearn. On ne peut pas désapprendre quelque chose. Donc il vaut mieux apprendre quelque chose d'autre. Apprendre quelque chose d'autre. Voilà. Et dernier point important d'InnoScherch, c'est que tu fais des TEDx. Oui. Tu en as fait un sur le futur, rêve ou cauchemar, voilà. En novembre dernier. Tu vas en faire un sur la confiance. Oui. Moi, ce qui m'a impressionné dans ce TEDx, c'est l'intervention de Jean Stone. Tu pourrais nous parler des deux images qu'il a montrées au niveau du risque de disparition des gens. Alors Jean Stone, il a commencé sa présentation avec l'image du tsunami sur une plage où on voit des gens qui regardent une grosse vague. Il y en a qui trouvent ça très joli, puis il y a un père de famille qui a compris que c'est un tsunami, qui est en train de ramener tous ses enfants, puis il vous dit, oui, ceux qui sont à gauche, ils sont morts, ils ne le savent pas, et ceux qui sont à droite, il a un peu anticipé et il a survécu. Donc c'est une analogie forte, mais aujourd'hui, il y a des économistes qui disent que 80% des boîtes qu'on connaît aujourd'hui, dans 20 ans, elles ont disparu. D'accord ? Donc je vous rappelle que le dernier cycle, depuis qu'on a fait le classement Fortune 500 après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 2012, on a eu 86% des entreprises qui avaient été absorbées, disparues, etc. Mais on avait pris plus de 60 ans. Et là, le prochain cycle, ça va en 20 ans. En 20 ans. Donc ça va très vite. Donc c'est une réinvention très rapide du fait que c'est digital, il y a moins de capitaux, j'attaque le monde, voilà. Donc j'ai une petite idée de ubériser le transport comme ci, comme ça, je le lance et je déploie au niveau international et mondial. Donc il faut avoir une veille très large, très transverse. Et nous, notre métier, c'est de regarder les nouveaux usages dans un marché et de se dire si cet usage-là, on le transpose dans un autre marché, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet disruptif sur ce marché? D'accord, avec en plus l'élément important chez toi qui est « Innovations come from the fringe ». Voilà. Donc, résultat, les dirigeants ne perçoivent pas forcément tout de suite l'impact que peut avoir une start-up qui est en train de grignoter à la frontière de son marché et qui risque de disrupter la relation avec ses clients. Voilà. Oui, et donc la façon la plus facile d'expliquer la disruption digitale, c'est qu'on montre 3 courbes. Vous avez une courbe des technologies qui est exponentielle, qui va comme ça. Il y a 8 technos qui surfent sur l'allouement. Ensuite, vous avez la courbe d'évolution des usages. Nous, humains, on ne connaît pas l'exponentiel. Ce n'est pas appréhendable. Appréhensible, peu voilà, importe. Bref. Donc, on avance en linéaire, pas par pas. Donc, les générations, elles changent tous les 10 ans, tous les 30 ans. Et les organisations, elles marchent par cliquet 5 ans ou 10 ans après. Rappelez-vous, bring your own device. Ah ouais, non, hop, on est obligé de le céder, etc. Donc, ce qui se passe, les startups, elles attaquent entre ces courbes-là. Elles disent, tiens, il y a de la techno qui permet de faire ça, mais il n'y a pas d'usage. Donc, 90% des startups, elles ne trouvent pas l'usage, elles font faillite. Alors, les grands groupes, ils rigolent, ils disent, ah, je vous l'avais bien dit. Mais il manque de peau, 10%,
ils vont créer un usage ou ils vont transformer un usage existant et ça y est, c'est parti, la disruption est engagée. Voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver à anticiper. Alors Bertrand, chez InnoSearch, il y a notamment des think tanks et think tank management du futur auquel je participe. Est-ce que tu pourrais nous parler notamment du général McChrystal qui a créé une innovation managériale absolument considérable et qui marche pour les entreprises? Oui, alors le général McChrystal, il a écrit Team of Team, qui est un excellent bouquin, et il relate son expérience en tant que général de terrain des forces spéciales en Irak, où il prenait une raclée par rapport à des talibans en pick-up truck et avec des petites mitraillettes, et la grande armée américaine était en déroute. Donc il appelle McKinsey, il lui dit « Faites-moi un mapping du territoire, parce qu'on ne connaît pas très bien les forces ennemies ». Et 3 mois plus tard, McKinsey vient avec une carte grande comme ça, avec un énorme spaghetti. Et là, il comprend, donc il ferme les portes, il dit « McKinsey, c'est bon », il dit à son état-major « Vous avez vu le spaghetti ? Le temps qu'on le comprenne, on va bien prendre 2 mois, et eux, ils auront changé 3 fois, et nous, on sera toujours à la ramasse. » Donc on arrête. Et donc, on va faire des équipes autonomes de terrain de 4 personnes qui vont avoir chacune leur mission et on va juste faire de la coordination entre nous. Et il a réussi à convaincre le Pentagone qu'il avait autonomie sur le terrain et qu'il ne devait plus demander au Pentagone la permission d'envoyer une bombinette. Et quand il avait la permission, la réunion était finie et il allait tuer la veuve et l'orphelin. Et donc, il en tire des principes de management qui sont tout à fait exploitables pour passer en mode agile. Écoute Bertrand, je te remercie pour toutes ces informations. Merci. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci.